Radio Divan. Pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Bonjour Lucas Bielli, psychanalyste à Montpellier, j'oubliais. Bonjour Guylaine Dubois, vous aussi psychanalyste à 7. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la perversion et c'est vous qui vous y êtes collé à la perversion, Lucas. Eh oui Guylaine, d'ailleurs j'aimerais commencer ce sujet par une image universelle, celle du comte Dracula. En 1897, l'écrivain irlandais Bram Stoker nous conte l'histoire du comte Dracula. Saviez-vous qu'il signifie le diable en langue valaque ? Cet être à la fois mort et vivant qui suce le sang de ses victimes et aspire leur âme une fois la nuit venue est appelé vampire. Ce récit est inspiré d'une histoire vraie datant du milieu du XVe siècle, celle du prince de Valaquie, Vlad Tepes, dit l'Empaleur. Il est célèbre pour avoir mis au pal des dizaines de milliers d'opposants et reconnu comme le plus pervers dans l'art de la torture, n'hésitant pas à faire, entre autres horreurs, bouillir et rendre aveugle ses opposants. C'est une vraie brute, une machine à tuer. Certains classements le placent d'ailleurs comme premier pervers sociopathe de l'humanité, devant les empereurs Hérode et Caligula. Dans son histoire, l'humanité est marquée au fer rouge par des actes hautement pervers et qui ont peut-être été source de création des premières lois. Car en effet, ces comportements barbares ont très certainement conditionné les premières lois connues, celles de Babylone et de Our. Je me permets, Guylaine, d'expliquer cette origine ? Absolument. Alors, le roi Nabuchodonosor inventa une table de loi présente sous sa statue où chacun pouvait trouver texte pour le protéger et lui rendre justice et défense contre des comportements pervers. Il était la loi et le premier texte moral nous vient de son histoire. C'est pour dire l'importance, depuis des millénaires, dont l'homme a à cœur de se protéger de la perversion. Et en psychanalyse ? Jetons un œil sur la théorie freudienne qui débute par la sexualité infantile. Je dois situer le point de départ à une référence ancienne, une conférence en 1879 à Budapest, du pédiatre hongrois Samuel Lindner. Elle est à souligner pour contextualiser ce qui va suivre. Car c'est suite à cette conférence que Freud peut commencer à mettre en lien ses observations cliniques, celles du caractère pervers de l'enfant. Il l'appelle pervers, car l'enfant inconsciemment retient ou donne ses excréments. C'est le stade anal par excellence. Donc, c'est juste une période où l'enfant teste son pouvoir sur ses parents, celle où prend vie ce que Freud appelle la sexualité infantile. Par la suite, l'enfant se verra imposer des règles, des lois, basées sur des sentiments de dégoût et deviendra plus pudique. Règles qui interviennent naturellement, suivant un développement neurologique. Nous allons vers la dernière évolution, Guylaine. Cette évolution doit l'amener à sortir de l'auto-érotisme pour l'emmener vers un but sexuel normal et non uniquement unilatéral où n'existe que son plaisir propre. C'est pourquoi Freud dit un jour qu'on ne naît pas pervers, on le reste, qui fait suite à la très controversée phrase qui suit « L'enfant est un pervers polymorphe ». Il y a là un embranchement multiple chemin, car selon le positionnement moral et la force des pulsions dépendra le développement de la perversion. Et l'archétype du pervers, Lucas ? Alors ici, c'est Stefan Karpman qui nous propose un schéma relationnel dit dramatique en 1978, basé sous forme d'un triangle, où se trouvent trois positions, celle de sauveur, celle du persécuteur et celle de la victime. Un schéma très intéressant car il montre les trois axes adoptés principalement par le pervers en fonction de sa potentielle victime. C'est un caméléon très intelligent, dépourvu d'empathie. L'autre n'est qu'un objet, sa seule jouissance compte et existe à ses yeux. C'est un individu décrit souvent comme gentil et masqué, dont on ne soupçonne jamais le mal qu'il souhaite. Et si on fait le lien avec l'actualité, Lucas ? Alors, le Nouvel Obs a publié le 6 septembre 2022 un article pour annoncer la diffusion de 2 documentaires et d'une fiction inédite sur cette pathologie qui seront diffusés sur M6. Le journal nous apprend également qu'il est à l'origine en mars 2012 d'un dossier de une intitulé « Les pervers narcissiques », dont le but avoué était de, je cite, « sortir le concept de la sphère des analystes pour le mettre en circulation », nous semblait d'utilité publique. Fin de citation. Et effectivement, cela fait 10 ans que le sujet du pervers narcissique est devenu très fréquent, parfois utilisé à tort et à travers, pour tout et n'importe quoi. Ce qui est aussi le revers de la médaille que de vouloir démocratiser une pathologie clinique. Concluons par cette citation de Voltaire. Seuls les gens de bien ont des amis, les gens pervers n'ont que des complices.
Merci Lucas Bielli pour cet exposé riche qui vous a fait travailler, n'est-ce pas? Mais nous sommes là pour le travail. Et nous sommes là pour ça et nous sommes là pour partager avec nos auditeurs notre travail, oui. Voilà, donc c'est pour Radio Divan, produit sur FM+. Nous sommes dans les studios de FM+, Lucas Bielli et moi-même, Guylaine Dubois. Alors, suite à cet exposé, Lucas, j'aimerais intervenir brièvement sur l'adjectif pervers. Vous avez en effet dit dans votre conclusion que ce terme est utilisé d'une façon un peu, en désordre. Et il est vrai que ce terme pervers est utilisé comme un synonyme de désaxé souvent, tordu, vicieux. Alors j'aimerais revenir sur ces définitions pour lesquelles vous m'avez tendu une sorte de perche. Et je vous en remercie. Alors, je voudrais revenir donc sur cette notion de la polysémie du mot pervers. Être pervers, c'est dans un premier sens témoigner d'une tendance pathologique à accomplir sciemment des actes dans le but de nuire. CF, l'exemple avec lequel vous avez commencé. Et il est question de perversité quand il y a donc tendance à faire du mal intentionnellement et à manipuler délibérément autrui. Le mot désigne le goût pour le vice, le mal, les actions nuisibles, vous l'auriez compris, vous l'avez compris. On parle alors de perversité. Être pervers, c'est dans un deuxième sens obtenir une satisfaction sexuelle autrement que par l'accouplement dit normal. Là, on parle de perversion. Et en psychanalyse, on ne parle de perversion qu'en relation avec la sexualité. Cette seconde acception, ce second sens, signifie donc la recherche d'un plaisir sexuel en dehors du coït. Et parler de perversion, c'est aussi une façon de dire qu'il y a une norme, l'accouplement homme-femme, et ce qui est en dehors de cette norme est qualifié de perversion. Mais attention, Sigmund Freud n'a pas établi cette norme par rapport à une tendance du groupe social. C'est l'établissement de la norme génitale qui instaure la normalité. Il n'y a donc, chez Freud, aucun jugement moral sur ces termes. Les perversions sexuelles incluent principalement la pédophilie, la zoophilie, la bestialité, le fétichisme, le masochisme, et j'en passe. Pour la psychanalyse, la perversion est une des 3 structures fondamentales du sujet, avec la structure névrotique et la structure psychotique. Merci Lucas Bielli. Mais merci à vous, Guylaine Dubois. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.